Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation du Saudi Tour, épreuve professionnelle de cyclisme en Arabie Saoudite, comme son nom l'indique un petit peu. Course de 5 jours, course par étape de 5 jours, voilà, qui permet de se mettre en forme avant les premières échéances de la saison. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette course, mais surtout à me donner votre favori, peut-être pour les sprints, pour le général. N'hésitez pas également quand vous abonnez à la chaîne à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Si vous mettez toutes les notifications, c'est encore mieux, parce que comme ça vous avez vraiment un message à chaque fois qu'une vidéo apparaît, ce qui n'est pas toujours le cas du côté de YouTube. Puis faites attention également, parce que YouTube fait parfois des feintes, il n'aime pas quand on sort plusieurs vidéos par jour, sauf que parfois l'actualité fait qu'on ne peut pas faire autrement. N'hésitez pas également à aller voir EPS 2.0 sur Spotify et aussi TikTok. Même si en ce moment c'est calme, je répète, j'ai pas de connexion internet en ce moment, c'est en cours de réparation. J'espère que ça va pas mettre trop de temps. Du côté du Saudi Tour, course de début de saison qui permet de se remettre en rythme. C'est ça l'intérêt du Saudi Tour, ce qui était avant l'intérêt du Tour du Qatar. Le Tour d'Oman est également dans la même logique. Ces courses de début de saison, elles sont là surtout pour se remettre en rythme. En fait, la victoire, je dirais, n'a pas d'intérêt, mais la victoire n'est pas vraiment essentielle sur ces épreuves-là. L'idée est de surtout se remettre en jambes, de remettre un dossard, parce que parfois on n'a pas mis de dossard depuis 3-4 mois. L'idée est surtout de voir où on en est par rapport à potentiellement des adversaires, où on en est sur telle ou telle montée, par rapport à ses données physiologiques également. C'est surtout ça l'idée. Gérer, sauf pour les sprinteurs, où l'important est également quand même de marquer son territoire, mais pour les grimpeurs, c'est pas l'objectif numéro 1. C'est vrai que pour les sprinteurs, il y a aussi un autre objectif, c'est de tester les trains. C'est-à-dire de tester quel coureur on va mettre dans le train, à quelle place. C'est-à-dire, est-ce qu'on va se mettre en première place, deuxième place, troisième place, voilà, d'essayer d'ajuster le train, de voir si tel coureur n'arrive pas à fonctionner avec le sprinter et donc il ne sera pas sur les grands tours et on rajoutera un autre coureur. Donc ça a aussi son importance. On regarde toujours tout de suite la course. Alors, je m'excuse pour les profils qui sont pas très beaux. Ils n'étaient pas disponibles sur le site de Pro Cycling Stats, donc j'ai dû les prendre sur le site officiel de la course, sauf que c'est ASO et qu'ils savent pas faire des profils d'étapes, donc c'est vraiment pas joli. La première étape, ça sera entre Alula, tiens, ça me rappelle un nom de co-sponsor, International Airport et Keibar, qui est donc l'extrême, c'est le coin le plus à l'est de la course, donc étape où on aura notamment un passage à 1000 mètres d'altitude. Ça sera un sprint. Alors il y a des sprints bonification et je sais plus comment, des sprints alternatifs, je sais plus comment ils apprennent les autres sprints. Donc kilomètre 107.4. Il y a des sprints qui donnent des secondes de bonification et il y a des sprints qui donnent des points. Je crois que c'est un truc comme ça. Enfin, c'est un peu le bordel. Et donc l'arrivée au kilomètre 180.5 de cette première étape, qui devrait convenir aux sprinteurs, pas trop de soucis. L'étape numéro 2, un peu pareil, on part du Winter Park. Oui, en Arabie Saoudite, nous avons des parcs d'hiver. La magie de l'écologie, pour aller jusqu'à Salal Silvat Rocks. Voilà, donc là encore une étape de 180 km qui devra arriver au sprint avec une fin de journée qui est plutôt en légère descente. C'est, je pense, un sprint où on risque d'arriver un petit peu vite parce qu'on est plutôt sur une phase en faux plat descendant sur cette étape. On aura l'étape 3, première arrivée difficile. Ça sera à Abu Raqqa, à 1143 mètres d'altitude. On partira de Al-Mansia, la gare de Al-Mansia, train station, pour aller sur cette étape, 160 km, avec une première difficulté, vous voyez, au kilomètre 122.8, on aura déjà eu pas mal de montées, et puis donc l'arrivée finale en bosse. Voilà, donc on sera sur une arrivée en côte pour cette troisième étape de ce Tour d'Arabie Saoudite. Étape numéro 4, 163
km. Là aussi, une arrivée en boss. Enfin, en boss, non, je crois que c'est la même arrivée, le Skyview, qui avait permis à Van Gils de s'imposer l'année dernière. Donc c'est vraiment le même type d'étape, 163 km 400 dans le sable, du côté du point de vue donc de Oharat Ugvarid, en étant parti de Maraya, où on repassera encore devant le Winter Park. Et puis on finit avec une étape numéro 5, c'est dans la vieille ville, pour aller à Maraya. Voilà, on tourne autour de Maraya avec un passage où je pense on ne sera pas sur la route. Vous voyez, entre Egra Southgate et Egra Northgate, voilà, pendant ces 10 km, il y a un logo un peu particulier. Donc j'ai l'impression qu'on sera peut-être pas sur de la route ou peut-être sur de la route ensablée. Une arrivée en légère bosse dans le final de cette étape. Donc faut se méfier. Étape qui sera courte également, 143 km. Donc voilà, c'est une course intéressante pour se remettre en route, pour remettre les jambes en route. Du côté de la météo, alors quelle surprise, grand soleil en Arabie Saoudite. Je dis grande surprise parce que pour ceux qui ont regardé le Dakar cette année, je vous conseille, même si vous avez regardé le Dakar, les chaînes de Benjamin Mello et de Charlie Epst, donc c'était Apron Media, voilà la chaîne précisément, qui permettent de bien comprendre ce qui s'est passé dans le Dakar et qui sont bien plus intéressantes que les émissions de France Télé avec Céline Rousseau. Ça a été vraiment très compliqué avec, je crois, au moins 7 ou 8 jours de pluie sur 15 jours de course. Donc ça a été difficile. Là, il y aura du grand soleil. On commencera avec des températures plutôt élevées, 30 degrés en plein soleil lundi et mardi. Et puis mercredi, la température baisse, plus que 24. Et puis jeudi et vendredi, eh bien, on aura 20 degrés, donc des températures qui à partir de mercredi seront tout à fait intéressantes. Il n'y aura pas trop de soucis. Mardi, il faudra faire attention selon les prévisions, avec un vent qui sera de sud-ouest et entre 30 et 55 km/h. Donc les possibilités de bordure, autant vous dire qu'elles sont magistrales sur une étape de ce type. On regarde tout de suite le palmarès. Alors c'est une épreuve récente chez les professionnels. On a eu 2 éditions. En 2020, c'est Phil Boaos qui s'était imposé devant Nasser Bouhanni et Rui Costa. Il y avait eu un imbroglio avec un sprint assez irrégulier sur un sprint intermédiaire de Phil Boaos qui avait été déclassé. Ça avait été un peu le bordel sur cette course, où c'était Cavendish qui était poisson pilote de Phil Boaos, pour ceux qui s'en souviennent. Et puis en 2022, c'est Van Gils, Maxime Van Gils, qui avait battu Santiago Buitrago et encore Rui Costa, qui était monté sur le podium de cette épreuve. On passe aux équipes présentes, la liste de départ, les équipes présentes. Elles ne sont pas nombreuses. On aura la Movistar, nous aurons Q36.5 Pro Cycling Team qui fera ses grands débuts, la Coratec, Bingo le WB, la DSM, le team Jayco Alula, Cofidis, JCL Team Ukyo qui est une équipe japonaise avec notamment Benjamin Prades, Aushkata Aushkadi, Unox Cycling Team, UAE Team Emirates, Bahrain Victorious, Human Powered Earth, Astana, Terraganu Polygon Cycling Team et puis une équipe officielle d'Arabie Saoudite. Parmi mes favoris pour cette épreuve, pour le général, eh bien j'ai mis Ruben Guerrero qui va faire ses débuts à la Movistar. Ruben Guerrero avec un parcours comme ça, un peu puncher, ça devrait extrêmement bien lui convenir. Santiago Buitrago, alors autant il s'était presque planté même l'année dernière, parce que pour moi j'en faisais vraiment mon grand favori pour la victoire finale. Je n'avais pas vraiment prévu que Van Gils arrive à battre Buitrago, mais il avait eu un petit peu du mal dans l'arrivée difficile. Et bien avec le point de vue, l'arrivée du point de vue, ça va être un petit peu compliqué pour Buitrago. Là, peut-être que c'est l'année de la revanche pour Santiago, qui arrive avec de la confiance. On se souvient notamment de sa performance sur la dernière Volta. Et puis, j'ai mis Davide Formolo. Chez UAE, c'est toujours un coureur important. Et puis, un coureur des Émirats qui irait s'imposer en Arabie Saoudite, il y aura un petit côté intéressant quand même. On finit avec les coureurs à suivre. J'ai mis Jack Bauer du côté de Q36.5, qui est presque le leader de l'effectif. Et puis, Jonathan Milan. Certes, sprinter, mais il passe quand même super bien les bosses.
Donc j'attends de voir ce que ça peut donner. Pourquoi pas pour le général? Là, je peux vous dire, c'est une très très grosse cote, Jonathan Milan. Mais bon, on l'a vu sur le tour, sur la Croix Race, hein, il est capable de passer les bosses de 2-3 km. Donc pourquoi pas pour Jonathan Milan pour faire un bon classement général. Du côté des sprinters, j'ai mis Dylan Groenewegen. Il vient en plus avec un train de qualité, Dylan Groenewegen. Il connaît le terrain. Il a déjà couru sur cette course. Donc c'est un petit avantage forcément pour Dylan. Max Walscheid, bah quand même, hein, coureur de la Cofidis avec Simone Consoni. Alors, moi, je pense que c'est Walscheid qui sera leader pour les sprints et pas Consoni. Mais bon, je peux me tromper, mais je pense que Walscheid sera leader pour les sprints. Faire attention au cours de la Cofidis. Et puis, du côté de la Coratec, j'ai mis Nicolas Dalla Valle, l'italien, que je vais suivre également. Les coureurs à suivre, j'ai mis Malucelli du côté de Bingol. Et puis, j'ai mis un coureur qui s'appelle Moïd Arif Saleh. Alors là, c'est vraiment une très grosse cote également, qui est chez Terengganu Polygon Cycling Team, et qui est un coureur qui a 34 ans, qui a été à multiples reprises champion de Malaisie, qui a notamment pas mal gagné sur le Tour du Langkawi. Donc c'est un coureur, pourquoi pas, sur un malentendu, ça peut peut-être le faire pour ce coureur malaisien. Dans une équipe où on a également le coureur algérien Youssef Reguigui. Voilà, donc grand coureur algérien également dans cet effectif. On aura également, pour ceux qui veulent savoir, les débuts de Chessball. Mais moi j'attends de voir ce que ça va donner pour Chessball, parce qu'en plus le calendrier n'était pas forcément prévu, il y avait beaucoup de discussions, donc quelle sera sa condition physique? Je suis un petit peu questionneux sur ce sujet. Je termine avec le programme télé. Alors toute la semaine sur Eurosport 2 à 12h30, hein, ça sera l'heure de prise d'antenne sur Eurosport 2. Et puis sur la chaîne L'Équipe, alors lundi, l'étape ne sera pas diffusée en direct, il faudra attendre mardi. Mardi, à partir de 13h35, vous aurez l'étape 1 et l'étape 2, donc l'étape 2 ne sera pas en direct aussi. C'est un petit peu particulier la manière de programmer le cyclisme sur la chaîne Équipe, parce qu'ils ont diffusé le Down Under en début de semaine. Hein. Très intelligent. Et puis ensuite, à partir de mercredi à 12h35, eh bien, juste avant l'étoile de Bessèges, là, les étapes seront diffusées en direct. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meg Production. Ciao, ciao!